réalisation du développement socio-économique de proximité, l'agriculture familiale constitue le socle du développement local. La promotion de l'agriculture familiale devra donc se construire autour de quelques piliers complémentaires visant notamment à accompagner les exploitants à innover pour améliorer leur production à partir d'une analyse rationnelle de leur activité économique afin notamment de faire gagner. Elle est prête et elle travaille déjà au niveau des terres, mais les parcs agro-industriels risquent pas, ont déjà barré la route aux possibilités que les jeunes peuvent avoir. À quoi bon les envoyer à faire des études scientifiques liées à la faune, à la flore, à l'agriculture, à la pêche, à l'élevage, à la foresterie, à l'agroforesterie, etc., quand on lui ferme tout accès à la terre. Sans terre, vous savez que la jeunesse qui s'intéresse à la terre ne peut rien faire. On peut donc dire que notre jeunesse n'entrevoit aucune possibilité, ou si peu, à l'horizon pour un entrepreneuriat vert dans la perspective des objectifs de développement durable. Donc pour nous, c'est le message que nous voulons faire passer. L'agriculture familiale, on a eu l'habitude de croire que c'était Ilanga Simanda, mais de plus en plus de jeunes ont compris que l'agriculture familiale, c'est l'avenir de notre pays. Et si on entre dans les parcs agro-industriels, eh bien... Les agriculteurs qui se sont réunis en plateforme à partir des provinces et qui ont constitué le niveau national. Donc ici, nous tenons d'abord à remercier FEDEN qui a mené cette étude sur le parc agro-industriel d'Inkundi après une autre étude qui avait été tenue dans le parc agro-industriel de Bukangalongo. Nous avons exploité cette étude. C'est une étude, il faut le signaler, qui a été menée dans des conditions difficiles. C'était le moment où il y avait la pandémie qui nous frappait, je crois que c'était au mois de mars, et puisque la CONAPAC même, en tant que premier concerné par ce qui se passe là, puisque ça représente des agriculteurs, devait être dans cette étude-là, mais compte tenu du fait qu'il y a eu des mesures qui ont été annoncées, des mesures barrières, ça fait que l'étude a été faite vraiment dans des conditions un peu difficiles et que la CONAPAC n'a pas pu participer à cette étude. Mais nous avons exploité l'étude et nous avons apprécié les contenus de cette étude. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette étude a révélé une partie de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et que ce qu'il faudrait, encore, on peut voir comment on peut approfondir et encore enrichir cette étude avec d'autres réalités qui se présentent. Déjà, de prime abord, nous épinglons ce qui est cité dans le rapport, qui est une forme d'accaparement des terres, bien, comme on peut dire, bien ficelée. Quelque chose qui ressemble à une ruse. Et ce qui se dénote dans le rapport que nous avons exploité, que nous avons lu, et même selon la réalité qui se passe sur le terrain. Alors, la question que nous nous posons, c'est cette question qui est posée dans cette étude-là. Le parc agro-industriel d'Inkundi, est-ce une nouvelle débâcle ou un nouveau départ? Et là, ce que nous avons essayé de noter ici va essayer de nous faire voir si c'est vraiment une nouvelle débâcle ou bien c'est un nouveau départ. Nous sommes dit, le gouvernement, c'est tout à fait légitime. Le gouvernement, donc, dans le cadre de la matérialisation de la charte qui a été signée donc, par le gouvernement congolais pour le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, le PDDA, le gouvernement a mis en place un plan national pour le développement de l'agriculture. Il y a le plan qui a été mis en place, le PNUA. Et dans ce plan qui a été élaboré, quand vous le lisez, il y a de très bonnes choses. Et le gouvernement avait présenté une très bonne vision
que nous avons apprécié, une bonne vision. Alors, qu'est-ce qui était dans ce document, le PNUA? Dans ce document, la vision du gouvernement consistait à redynamiser la structure productive du monde rural qui est axée, vous allez retenir ceci, sur le développement d'une production agro-industrielle moderne et sur le renforcement des petits exploitants. Ça, c'est la vision qui est traduite dans le document qui a été proposé par le gouvernement. Comme je l'ai dit, un très bon document, un très bon plan. Donc, le gouvernement devait redynamiser la structure productive du milieu du monde rural et cela devait être axé sur le développement d'une production agro-industrielle moderne et sur le renforcement des petits exploitants. Donc, il y a là deux volets. Il y a deux volets. Alors, c'est pourquoi nous posons la question, on va y arriver, on va répondre. Est-ce une nouvelle débat ou un nouveau départ? Et donc, quand on regarde bien, et il continue à dire que tout en assurant la conservation des ressources naturelles du pays, on doit conserver les ressources naturelles du pays. Maintenant, cette vision se matérialise à travers la stratégie sectorielle de l'agriculture et du développement rural qui a été adoptée en avril 2010 et vous trouvez les Kibangistes, vous trouvez beaucoup, il y a les Ibungudia Congo, il y a une bonne base là-bas. Et tous ces mouvements ou ces confessions religieuses ont leurs fidèles qui exploitent la vallée de la loi là pour vivre. On ne peut pas utiliser le mot survivre parce que toutes les ressources dont ils ont besoin, ils les puisent de la vallée de la loi. Que ce soit l'eau, que ce soit la nourriture, l'aliment ou quoi, ça vient de la vallée de la loi. Et cette vallée est reconnue au niveau de la RDC comme le deuxième site le plus fertile du pays. Et comme c'est le site le plus fertile du pays, cela veut dire que si on appuyait nos fidèles qui sont là, les membres des églises de confession religieuse, ça pouvait permettre à ce que le niveau de vie de ces gens-là soit élevé. Et qu'ils n'allaient même pas envier de quitter la vallée de la loi là pour aller venir souffrir à Kinshasa ou à Matadi, étant donné qu'ils viennent d'un site parmi les ont entendu parler, les confessions religieuses ont entendu parler du parc agro-industriel sans comprendre ce que c'était. C'était quoi un parc agro-industriel? Ils ont entendu parler, c'était comme des rumeurs. Alors que les confessions religieuses tiennent la vie, tiennent le développement de ces points. Cet étonnement ne s'était pas arrêté au niveau de cette information que les confessions religieuses ont reçue, mais c'est parti plus loin, parce que les confessions religieuses se sont dit qu'ils reçoivent même les financements des partenaires, de ces partenaires techniques, notamment la Banque mondiale, la BAD et consorts, qui appuient, qui veulent appuyer les parcs agro-industriels. Mais qu'est-ce que leurs projets deviendront dans la zone où l'Église n'est pas reconnue comme un Christ, où les confessions religieuses ne sont pas reconnues comme un Christ, dans les zones où leur influence sera réduite tout simplement à nul. Il fait de l'implantation de ces géants tels qu'on les présente, on appelle parc agro-industriel. Donc là, c'était une préoccupation des confessions religieuses. Une autre préoccupation des confessions religieuses, c'est de dire, mais quand on va ravir, on va prendre les terres des communautés. Du coup, on prend les moyens de subsistance, on prend ces termes-là que les gens aiment, de subsistance de leurs membres. Par ricochet, ce qui va advenir, c'est que les membres n'auront plus de moyens de soutenir l'Église. Et c'est plus tard, la débâcle, pas la débâcle, mais l'appauvrissement de cette population-là, soutenue par l'Église pour leur développement, ça sera un effet inverse. L'Église soutient le développement de ces gens-là sur leur terre, et voilà, débarquer dans ce site-là, un parc agro-industriel qui leur ravit la terre,
Et alors ces gens-là deviendront qui demain? Donc l'Église, qui n'est pas au courant, parce qu'elle n'a pas été consultée par les gens qui sont allés annoncer la création de ce parc agroindustriel, et moins encore par Idea Consult, qui est allé faire l'étude de faisabilité, c'est dit qu'il y a un problème. Et le parc agro-industriel n'est pas perçu par l'Église comme étant un nouveau monde qui viendra apporter le développement. Par contre, il est perçu comme un risque. Et quand les gens ont appris, ils ont eu écho de la débat de Bukangalonzo, en tout cas les figures qui étaient claires sont devenues au fur et à mesure pâles. Et finalement, ce sont des figures qui étaient ridées. Parce que les gens se disaient, on pensait que ça allait apporter le bonheur, mais plutôt ça nous apporte un cortège de problèmes. Et ce que nous demandons au nom des confessions religieuses, au gouvernement et à la Banque mondiale, c'est d'être attentif. C'est de ne pas oublier ces grands acteurs qui sont là, qui connaissent les gens dans leur mentalité et qui apportent quelque chose en termes de développement depuis un certain temps. Même quand on a cité le professeur Kipianga, mais il a réussi parce qu'il a eu également l'appui de l'Église. C'est l'Église qui a porté son projet. Et maintenant qu'il est âgé, c'est l'Église qui gère ce centre de vulgarisation agricole. Donc voilà comment des grands acteurs comme ça sont ignorés parce qu'on veut implanter un parc agro-industriel. Donc l'appel, c'est de considérer les forces en présence, les grands acteurs qui sont là depuis des années, qui ont apporté tant soit peu un développement et un espoir à ce peuple. N'oublions pas également que l'Ouosi, c'est de l'autre côté du fleuve Congo. C'est à la frontière avec les Congo-Brazza. Et quand on arrive là-bas, si on veut bien voir ceux qui ont construit ces coins-là, ce sont des églises. Et deuxièmement, ce sont des commerçants. Mais ce sont des églises. Alors, c'est pas du tout gentil, pour ne pas être trop dur à l'endroit de notre gouvernement et de son partenaire, la Banque mondiale. C'est pas du tout gentil d'ignorer ça. On a identifié quelques grands projets des églises à ce niveau-là. Il y a quelques grandes organisations. Si on prend par exemple BCPAD, BCPAD qui est un bureau de développement de la CEC, une communauté de l'Église du Christ au Congo, qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, qui a bénéficié de l'appui d'autres acteurs, notamment comment ça s'appelle, le fonds qui est l'ancien Premier ministre géré. Je suis le directeur de programme déployé sur l'ONG dénommé Centre pour la défense de l'environnement. Alors cette ONG évolue dans une coalition qui lutte contre l'accaparement des terres. Parce que les terres sont des terres communautaires. Ce sont des terres qui font vivre les communautés locales et qui sont dans notre pays depuis des décennies. Alors, nous travaillons sur le suivi des politiques agricoles, des investissements agricoles. Nous faisons le suivi de tous les investissements qui viennent dans notre pays et construire des investissements à grande échelle. C'est dans ce cadre-là du suivi des investissements dans notre pays que nous avons effectué le suivi du parc de Kambalonzo, L'année passée, nous avons fait une étude sur le parc de Kambalonzo et nous avons trouvé que le parc de Kambalonzo n'a pas répondu aux objectifs qui étaient prévus. Le parc a été joué à une débat. Et nous avons donné les leçons parce que nous, dans notre rapport, le rapport a été dit, a été déposé au niveau du gouvernement, au niveau des ministères de l'agriculture, au niveau
presque dans tous les ministères concernés et au niveau international. Et c'est dans ce cadre-là que nous continuons à faire les choses. Et quand nous avons appris que le gouvernement est en train de mettre en place encore un autre parc, un deuxième parc, le Congolais faisait le parc pilote. Et quand le gouvernement doit mettre encore un deuxième parc, nous sommes vigilants, nous sommes amenés à vérifier si le gouvernement a tiré quand même des leçons de la première débat du parc de Congolais. C'est dans ce cadre-là que nous sommes rendus sur le terrain après la publication du rapport de faisabilité de ce parc qui a été fait par le consultant international et un conseiller. Et quand nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier quelques problématiques qui nous semblaient floues, et que nous avons eu sur le terrain les résultats tels que dans les rapports de faisabilité, ils présentent que les communautés ont déjà cédé les terres. Sur le terrain, les communautés disent qu'ils sont surpris. Ils n'ont jamais négocié avec les délégations qui sont allées dans le cadre de cette formation de type de faisabilité. Ils n'ont jamais négocié leurs terres. Et dans leur coutume, ils ne négocient pas les terres. Les terres, c'est leur héritage sacré. Ils gèrent des générations en génération. Ils font louer leurs terres, mais ils ne les cèdent pas, ni ne les vendent. Alors, par rapport à un autre aspect, une autre problématique qui s'est posée, que nous avons trouvé dans les rapports de faisabilité, des parcs, le rapport décide de prévoir une gouvernance de ces projets avec une société, donc par une société de portefeuille, qui sera gérée par une agence dénommée Sokodak, qui sera, dans leur rapport, c'est dit que la société, l'agence sera responsable, propriétaire de la terre. Et ça nous a dérangé. Si l'agence doit devenir la propriétaire de la terre, c'est que c'est une sorte d'accaparement des terres pendant que les communautés ne reconnaissent pas encore avoir négocié ou choisi leur terre. C'est lui. Et nous sommes descendus sur le terrain, les communautés étaient toujours surpris. Et les communautés ne sont pas prêts pour ça, ils préfèrent qu'il y ait une négociation avec l'équipe d'investissement qui parle, descendre sur le terrain, dans des textes, dans des cahiers de charges. Il y a une autre problématique qui s'est posée également, le modèle de gouvernance, le modèle de partenariat. Dans ces projets-là de parc agroindustriel, le modèle de partenariat préconisé, c'est le partenariat public-privé. Ce modèle-là exclut les communautés. C'est que les communautés qui sont propriétaires, les ayants droit, les clans qui sont propriétaires des terres, ne sont pas dans les négociations, ne sont pas dans les décisions. Alors que ce modèle a échoué dans les parcs de Congolais. Ils veulent reprendre ce même modèle alors dans le rapport d'études, dans l'étude que nous avons fait, les communautés ne sont pas pour ce modèle, ils ont leur modèle qui a réussi et qui continue à faire toujours et qui souhaite que ça soit pris en compte si réellement l'équipe va rentrer là-bas pour négocier. Et le modèle c'est le partenariat public-privé-clan, de sorte que les clans soient impliqués dans les décisions, qu'ils puissent savoir à tous les moments toutes les décisions qui seront prises. Et là au moins, c'est rassurant aux communautés qu'ils garderont toujours les droits de propriété. Qu'est-ce que vous proposez pour que les communautés puissent toujours être bénéficiaires de ces terres? Ok, au fait, il faut que je dise, je m'appelle Barthélémy Boïka, je suis coordonnateur AI du Cercle pour la défense de l'environnement, c'est CEDEN aussi. Nous avons mené l'étude à Nkundi. Pourquoi? Parce que le programme que le gouvernement est en train de mener, le programme de développement du secteur agricole, c'est un programme qui a deux piliers. Il y a un pilier de l'agriculture industrielle avec les parcs agro-industriels tels que celui du Kangalonzo, et actuellement il y a un second qui est en train d'être préparé pour Nkundi. Et le second pilier, c'est l'agriculture familiale.
Mais dans l'exécution de ces grands programmes au niveau national, on a l'impression que le gouvernement est en train de mettre de côté l'accompagnement de l'agriculture familiale. Or, nous savons que c'est l'agriculture familiale qui nourrit le monde. Il suffit chez nous que le gouvernement, au lieu de prendre en otage, au lieu de s'accaparer des terres des communautés et de pouvoir les exclure, nous souhaitons que le gouvernement puisse accompagner les communautés, puisse encadrer l'agriculture familiale pour que cette agriculture augmente ses revenus. Et comme ça, il aura à la fois résolu le problème de la production et en même temps le problème de la pauvreté. On ne peut pas se dire qu'on veut lutter contre la pauvreté en expropriant les communautés de leurs terres. Ces communautés vivent de ces terres-là. Nous nous recommandons au gouvernement de pouvoir, tout en allant avec les programmes de l'industrialisation, mais de pouvoir accompagner, de pouvoir encadrer l'agriculture familiale, parce que c'est une agriculture qui a donné ses preuves. C'est une agriculture qui nourrit le monde. On n'a pas une expérience d'une agriculture industrielle du genre de parc qui a nourri le monde. Nous avons l'exemple de Bukangalonzo qui a complètement échoué. Et aujourd'hui, c'est un Nkundi dans les Bas-Congo. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons mené cette étude pour prévenir. C'est en quelque sorte une jurisprudence. Parce que si on ne change pas la stratégie qu'on a mis en place à Bukangalonzo, on va droit à l'échec pour Nkundi. Et les victimes, ce sont les communautés qui vont se faire exproprier les terres. Ce sont les propriétés où on est en train de prétendre qu'on cherche à les développer. Mais au contraire, ce projet va produire un contre-effet. Ils vont totalement appauvrir ces communautés. Nous ne voulons pas que le gouvernement prenne en otage les terres des communautés, mais nous voulons que le gouvernement et son partenaire, la Banque mondiale, puissent accompagner les communautés, que le parc agro-industriel soit une occasion, une opportunité de développement de l'agriculture familiale qui est à côté, qui est une seconde mamelle qui nourrit le monde, qui nourrit les communautés, qui développent les communautés. Voilà. Merci, je vous remercie.